Alors bonjour, c'est le 31 décembre, c'est le guide MPP. Je voulais juste vous montrer, regardez au loin, vous avez des pirogues là, vous avez des pirogues, c'est eux qui sont en charge de nourrir une ville, comme où je me trouve actuellement. C'est eux qui sont en charge de nourrir un pays. Et ces pirogues-là me posent un problème. C'est que ça fait 100 000 ans que nous faisons la même chose. Nous répétons les mêmes erreurs. Nous vivons de manière automatique. Les vrais problèmes donc aujourd'hui qui s'opposent à nous en tant qu'êtres humains, c'est comment introduire de l'intelligence, de la sagesse, de la technicité dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Nous entrons dans un monde de nanoparticules. Nous entrons dans un monde de l'atome qui se désintègre dans l'univers où l'esprit est contrôlé par la domotique. Vous voyez comment nous continuons d'encourager. Évidemment, si on veut être écologiste et malhonnête, quand on sait que les écologistes sont parfois des indignes violeurs de femmes et des détenteurs de yachts, c'est ça qui est le mal de l'Afrique. C'est-à-dire la technologie a de la peine à entrer. Et si vous regardez au loin, je me trouve sur mes côtes, c'est chez moi ici, vous pouvez apercevoir au loin un navire. Alors, des navires comme ça exploitent le pétrole. Je ne suis pas là en train de condamner une quelconque activité. Mais ces navires sont 1 milliard de fois plus puissants qu'un bateau. Il y a des navires aussi de toutes sortes. Il y a aussi des navires, vous voyez peut-être là-bas au loin, c'est un drapeau chinois. Ils font de la pêche, de la surpêche. C'est-à-dire nous-mêmes, sur nos côtes, on a une pirogue, la pagaie et le bois. Et là-bas, on a des turbines, on a des moteurs. Et on continue de vouloir croire que nous sommes égaux. Nous sommes pareils. On refuse de voir la réalité. Et pour moi, c'est le signe de la défaite de l'Afrique. C'est-à-dire, vous aurez beau dire, on aura beau faire des discours, ce qu'on va retenir, c'est que l'Afrique n'est pas une terre de production pour les Africains et par les Africains. Je suis actuellement au Cameroun. Je peux vous garantir que quand on veut pousser la réflexion un peu loin, on constate que nous sommes en retard sur tout. On constate qu'il y a un frein. Et ce frein-là ne peut pas être un hasard. Ce frein-là nous amène à réfléchir comment les gens peuvent être volontairement en retard. C'est-à-dire, quand je dis volontairement en retard, c'est que rien n'est fait pour qu'on avance un peu dans la maîtrise de l'outil de production. Nous venons sur Terre pour produire. Même dans la Bible, je pense qu'on dit qu'un arbre qui ne produit pas, on le coupe. Un arbre qui ne produit pas ou qui produit des mauvais fruits, il faut le couper et le jeter. C'est pour ça que le monde entier nous domine. Parce qu'on ne produit pas. Il y a des gens encore inutiles. Il y a des gens qui ne viennent rien faire sur Terre. Il y a des gens qui n'apportent rien au progrès.
Il y a des gens qui veulent conserver leur pauvreté ou qui veulent la transmettre aux enfants. Il y a des gens qui conservent leur misère. Il y a des gens qui sont des architectes de la pauvreté mentale, spirituelle et même matérielle. Alors, le débat aujourd'hui, en cette fin d'année, évidemment, c'est quelle est la place que nous occupons dans le reste du monde. Est-ce que si on ne produit pas, on est un homme? Produire, ça veut dire créer, ajouter de la plus-value, se battre, chercher, fouiller, bêcher. On ne peut pas avoir des opportunités comme celle-ci. Il y a des pays qui n'ont même pas 1 kilomètre de mer, d'océan, même de rivière. Il y a des pays au désert où il n'y a même pas un oasis, même un lac. Et ces pays dans le classement du monde sont parfois parmi les 10 premiers pays. Il y a une conscience, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui nous manque. Je ne suis peut-être pas en train de bien m'exprimer, mais il y a quelque chose qui nous manque. Il faut que les savants du monde entier réfléchissent là-dessus. Qu'est-ce qui manque à ce continent? Surtout quand on est dans un pays comme le Cameroun. Pourquoi on peut avoir toutes les belles voitures ici? Pourquoi on peut avoir le champagne le meilleur de France? Pourquoi on peut avoir... les chaînes en or, les millions cachés même, parfois dans les maisons. Mais on n'arrive pas à créer le progrès. Le progrès, ce n'est pas que chacun fasse sa villa ou son immeuble penché quelque part. Le progrès, ça veut dire amener une dynamique collective de bien-être. C'est ce que j'avais appelé, et je l'ai théorisé dans mon dernier livre qui sort là en ce début d'année, le pacte collectif du bien-être. La science, le développement, ça veut dire Dieu aussi, c'est une justice. Le développement, ça veut dire que ce que tu produis, on le voit. Ces pêcheurs que vous voyez derrière moi là sont partis depuis hier nuit, vers 21h, et ils rentrent au petit matin à 7h, 8h. Ils ont dormi en forêt et en mer pour une pirogue. Et ils vont ramener 2 petits poissons, ou 3. Les autres mettent les moyens, mettent l'intelligence, tout ce qu'il faut à leur service pour se faciliter la vie et faciliter la vie à leurs enfants et à la descendance qui viendra. Quand vous avez un bateau, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle le sonar. Pendant que nos frères et sœurs passent le temps à jeter le filet en mer par hasard, à tout hasard, en attendant que Dieu nous aide, quand vous avez le sonar, c'est un GPS qui localise le poisson, quel type de poisson vous voulez, et vous le capturez, vous le mettez dedans. Ça fait un gain de temps, une économie d'énergie et une conscience de l'espèce qui est là. Pour ne pas dire protection. Alors je parle de la pêche pour vous dire que c'est dans tous les domaines. Nous perdons beaucoup de temps. Le sous-développement, la pauvreté, c'est la perte de temps. Les débats inutiles. Les commentaires inutiles toute la journée. Le bavardage incessant. Toutes ces choses négatives-là ne nous apportent rien du tout.
les vrais sujets. Comment domestiquer la pensée? Je vous ai dit que la pensée a 3 étages. 3 étages. Déjà, 1, il faut la penser. 2, il faut la conception de la pensée. Et 3, il faut la transmission de la conception de la pensée. Je l'ai déjà dit. Et dans mon livre qui vient, je l'ai expliqué. Et je parle de livre tout le temps parce que vous êtes médecin, vous êtes avocat aujourd'hui, vous êtes même agriculteur, vous êtes infirmière. C'est parce que vous avez lu les livres. On ne devient rien quand on ne lit pas. Même si c'est les livres scolaires, vous ne pouvez pas devenir quelque chose comme un animal si vous ne lisez pas. Et ça me choque. La plupart des gens, intellectuels si vous voulez, qui arrivent sur un plateau télé ou dans une émission, viennent avec leur seul outil. L'arme de l'intellectuel, c'est le livre qu'il a produit pour les autres. Ça n'existe pas chez nous. Tout le monde a des titres un peu plus ronflants. Et vous vous demandez, mais on vous attribue des titres à partir de quoi? Puisque votre arme, c'est le livre. C'est la pensée que vous avez arrachée là, vous avez codé pour donner, pour sécuriser. Vous ne pouvez pas vous développer. Donc je disais donc que l'Afrique a ces 3 problèmes. 1, la pensée n'y est pas. Il n'y a rien. Vous discutez même avec des moustachus, barbus, tout ce que vous voulez, qui jouent les érudits. Quand vous venez dans le sens de la discipline et de la production, ils ne sont pas capables de vous montrer ce qu'ils ont pensé. Comment eux, ils voient le monde. Ça s'appelle la production. Quand vous voyez une grand-mère ou des jeunes au village aujourd'hui entrer en forêt, y passer toute la journée pour ressortir avec 2, 3 plantains, bananes plantains, c'est une perte de temps. C'est une oisivité déguisée. C'est une escroquerie. Parce qu'on est resté dans ce qu'on va appeler l'agriculture extensive. Aujourd'hui, on fait l'agriculture intensive. Il y a des vidéos qui passent là, c'est des vidéos chinoises, hein, on appelle ça des tutos, où quelqu'un avec une seule machine transforme le village, peut fabriquer 1000 maisons. Aujourd'hui, on fait des maisons en 3D. Là où il faut 1100 personnes pour faire un petit bâtiment, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle l'imprimante 3D qui fait seule la maison pour que l'homme gagne du temps. En réalité, l'humanité a évolué parce que l'homme a trouvé du temps pour lui-même, pour se reposer. Les voitures aujourd'hui sont automatiques. La voiture automatique, même si je connais certains qui résistent à la voiture automatique, je connais des gens qui aiment garder le contrôle des mécaniques. La voiture automatique aujourd'hui, c'est pour te permettre de te détacher de la boîte de vitesse, de la séquence, et de laisser ça à l'ordinateur. Et ça va plus loin aujourd'hui. Les nouvelles voitures, les Tesla, vous pouvez la laisser vous conduire. La voiture peut freiner seule. La voiture peut analyser seule, clignoter, klaxonner. C'est pour libérer le cerveau. Et quand on a donc libéré le cerveau, on a gagné le temps de la réflexion profonde. Nous ne pouvons pas nous développer en Afrique parce que nous ne libérons pas nos cerveaux. Nous ne pouvons pas nous développer en Afrique parce que le cerveau est enfermé.
Et je l'ai dit l'autre jour, j'ai fait une vidéo qui a peut-être choqué, mais on n'est pas là pour caresser les gens. On est là pour faire des analyses. Quand on dit la vérité, souvent dans le village, on vous écarte. Mais bon, vaut mieux mourir en disant la vérité. La liberté, c'est être capable de dire la vérité. Ou du moins, objectivement, de dire ce qu'il y a. Pas de tout dire, mais de dire ce qu'il y a. Alors, quand vous avez libéré le cerveau va commencer à aller chercher des choses plus compliquées. Chaque fois que la machine a libéré, a trouvé une solution, une formule, c'est pour donner du temps de réflexion au cerveau qui va aller puiser quelque chose d'autre dans l'imagination. Et c'est cette imagination-là que je voudrais voir tous les Africains aller chercher. Ou tous les citoyens du monde, si vous voulez. Tous les Camerounais. Allez me chercher quelque chose là dans la tête. Nous avons connu une année difficile. Nous avons connu une année de maladie, une année de virus, une année de combat, de chômage, une année de perte de gens importants, une année de chosification même de la dignité. Mais je peux vous garantir que c'est comme ça. Le monde a changé. Le monde sera toujours comme ça et les plus forts seront toujours au sommet de la chaîne. Ça me gêne parce que aujourd'hui, on nous juge par la couleur de la peau. Que vous soyez savant ou pas, quand vous arrivez quelque part, on voit d'abord un homme de couleur. On dit un black, un noir. Et le simple fait de dire ça, c'est une insulte. C'est une insulte à la dignité humaine parce qu'il n'y a pas de race. Mais il y a des phénotypes particuliers. Chacun est particulier. Et nous appartenons à un groupe humain qui a eu beaucoup de difficultés à s'affirmer comme humain. On nous a beaucoup refusé la dignité. Et aujourd'hui encore, ça continue. Personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra nous aider. Si on ne libère pas le cerveau du peuple pour que les gens se mettent à produire de l'intelligence. Quand vous voyez la fusée décoller, c'est une fusée qui décolle. Mais c'est des calculs mathématiques, scientifiques poussés. C'est la thermonucléarisation de la science active. C'est des calculs à plus d'1 milliard de chiffres. Et quand l'homme a décollé pour aller sur la Lune, je pense qu'on était en 1960, Yuri Gagarin, les calculs qu'ils effectuaient déjà à l'époque, c'était avec la calculatrice qu'on a aujourd'hui pour les enfants de l'école primaire. Avec une calculatrice de l'école primaire, il y a plus de 60 ans, on a envoyé les gens sur la Lune. Aujourd'hui, toutes nos jeunes sœurs ont des iPhone 13. Tous nos petits frères ont des iPhone, des Samsung Esquala 2050. C'est-à-dire, on a sous la main, c'est pour ça que quand j'arrive au Cameroun, par exemple, si je ne fais pas un séminaire pragmatique de création de l'intelligence par le cerveau, c'est ça qui est plus important que d'entrer dans des querelles politiques ou tout ça là. Aujourd'hui, les jeunes ont des iPhone 13. Vous savez ce qu'elles font avec? Les Snapchat. Pour être influenceuses. Donc, l'influenceuse de Snapchat, c'est-à-dire tu t'injectes, tu es en train de détruire ta peau
Tu es en train de détruire ton corps, de t'acheter un cancer. Et tu es influenceuse. Donc tu influences nos filles, nos petites sœurs à la maison de prendre aussi leur cancer gratuit. Parce que tu es de concert avec quelques abrutis, même au sommet de l'État, qui vous font miroiter une image que vous n'êtes pas. On vous fait croire que vous êtes quelqu'un dans la société parce qu'on profite de vous. Ou bien des entreprises esclavagistes qui détestent déjà le nègre, qui viennent piller les ressources, vous prennent comme égérie pour vous faire croire que vous avez un rôle d'influence. On prend des jeunes hommes aujourd'hui parce qu'ils présentent de la saleté sur la toile ou sur la télé. Et cette culture de vouloir le meilleur chez eux et le négatif, le médiocre chez nous, et comme nous aussi on aime la médiocrité, au détriment des valeurs, c'est comme ça qu'on n'arrive pas à développer une société où on sent qu'il y a la perfection qui est recherchée. Et les conséquences sont là, c'est la guerre. C'est la guerre civile, c'est les conflits, c'est la tension, c'est la destruction même des familles, c'est le déchirement de l'identité, c'est la déstructuration des États. Et voilà comment nous n'arrivons pas à aller de l'avant. On a aujourd'hui, je répète, nos jeunes sœurs et nos jeunes frères ont des iPhone 13. Et je vous rappelle qu'on a fait décoller la fusée. Les gens sont allés sur la Lune en 1960 avec la calculatrice 1, 2, 3, 4, 5, 6. La calculatrice simple. Et aujourd'hui, on a le iPhone 13 qui est l'outil le plus puissant du monde. Un iPhone 13, c'est l'équivalent de 10 ordinateurs moyens. C'est un ordinateur. Même dans le village, même dans les villages où on peut avoir de la connexion, encore qu'il faut qu'il y ait de la connexion, personne ne va chercher dans les paramétrages de l'appareil pour voir qu'on peut tout créer. On peut tout apprendre. On peut tout changer. On peut évoluer. L'ordinateur est l'université aujourd'hui. Le téléphone est une académie. L'informatique va dominer le monde et le domine déjà aujourd'hui. Et si nous ne nous battons pas, vous savez, la Corée du Sud n'a rien. La Corée du Sud n'a rien. Ils n'ont ni sous-sol, ni terre. Ils n'ont même rien qui pousse. Mais les Coréens ont compris que c'est l'informatique qui est leur cacao, qui est leur bois, qui est leur pétrole. Et grâce à l'informatique, et mettez vos enfants à l'informatique. Nous, on est déjà vieux. Comme dit souvent mon cher frère. Nous, on est déjà vieux. Mais pour les enfants, un pays comme le Cameroun se développe avec l'informatique. Laissez les forêts. Laissez le poulailler. Quand tu maîtrises l'informatique, on t'amène le poulet au frigo. Quand tu maîtrises l'informatique, tu contrôles le monde. Tu entres dans le véhicule du monde. Tu prends ta place dans le trafic. Alors, ce qui me choque dans des pays comme ça, c'est que il y a la volonté, mais on n'est pas sérieux. La qualité, la quantité de ce qu'on met pour l'éducation sur l'informatique est minime. Le Japon n'investit aujourd'hui que sur l'informatique. La Corée sur l'informatique. La Chine sur l'informatique. Même des pays comme Dubaï, le Qatar, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, ils sont dans l'informatique. On peut créer des centres on peut créer des banques de data, donc des forêts, ça s'appelle le cloud. On peut créer des forêts informatiques ici.
Des villages entiers où on garde juste les serveurs. Il y a des pays qui ne vivent que de ça. Il y a des pays comme le Costa Rica, qui a déjà une vraie forêt, mais qui a aussi un centre de protection des données du monde. Israël ne vit que des données. Israël, c'est l'informatique. Et tout Israël n'est même pas comme la ville de Kribi, mais ils ne battent le monde que parce qu'ils sont d'abord eux-mêmes des juifs. Ils sont des gens qui ont une conscience de la spiritualité. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Allez même dans l'église de quelqu'un, entrez chez quelqu'un, allez faire n'importe quoi, vous ne serez jamais chez vous. Les Juifs, après les années, les siècles d'errance, n'ont jamais perdu de vue qu'ils doivent rentrer et qu'ils ne sont que Juifs. On est des Africains. Ça énerve le monde parce que dès que vous dites que vous êtes Africain, ça veut dire que vous avez compris que votre présence sur Terre n'a de valeur qu'en tant qu'Africain. Vous pouvez avoir un passeport américain, vous pouvez avoir, d'ailleurs on dit afro-américain, vous pouvez être afro-anglais, mais tout ce qui fait de vous un homme, c'est parce que vous êtes de votre culture, de votre identité. Et ça, on n'achète pas ça. Or, quand vous regardez nos frères partout dans le monde, on a un problème d'identité. On est juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, francs-maçons, réseaux chrétiens et chefs de village en même temps. C'est pour ça que l'homme noir n'est pas équilibré dans la tête à un certain niveau. C'est choquant, mais c'est vrai. Ce débat sur la spiritualité là nous pompe beaucoup d'énergie. Et j'ai tenu à être ici un 31 décembre sur mes terres, là où nos ancêtres ont été attachés et achetés et vendus en esclavage. C'était ici le départ. Hein? Et quand je regarde tout ça, et je regarde encore nos enfants aujourd'hui qui prennent la Méditerranée et le désert pour aller mourir et pour aller planter la tomate ou être vigile sans insulter quelqu'un, je me dis qu'on n'a pas réglé ce problème de spiritualité. C'est la spiritualité qui fait que un peuple décide de ne jamais plus se soumettre. C'est la spiritualité qui fait que un peuple décide d'affronter son destin. C'est la spiritualité qui fait que vous vous levez le matin et vous vous dites « Ma vie n'a de sens que parce que je ne suis que moi. Je ne refuse pas, je ne ferme pas la porte aux autres, mais je ne suis que moi. » Vous pouvez aller même à Londres ou au Canada, mais vous n'êtes que vous. Et ceux qui vous accueillent savent que vous n'êtes rien d'autre que vous-même. Alors si vous vous sous-estimez vous-même, ça veut dire que vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes sur Terre. Chacun vient sur Terre prendre sa place, se battre, arracher, grandir, protéger ses enfants. Regardez comment on abandonne nos enfants dans les rues. Regardez comment la jeunesse est abandonnée à elle-même sans repère. Regardez comment on évolue comme des orphelins dans le monde entier. Alors j'ai parcouru pratiquement tous les pays du monde jusqu'à présent, pour une grande partie. Et partout où je trouve les Noirs, je sens qu'ils sont tristes, ils sont orphelins, ils sont comme si ils sont vidés de quelque chose. Et ce qui permet à un peuple de s'accrocher à son histoire, à son destin, c'est Dieu et ceux qui représentent la parole divine et sacrée, les référents de leur communauté. Vous arrivez à New York, vous allez trouver une communauté juive
mais qui a sa synagogue. Et c'est dans cette synagogue-là qu'on leur rappelle qu'ils sont juifs et qu'ils ont leurs ancêtres. Abraham, tout ça là. Quand vous arrivez à Toronto, vous trouvez les Asiatiques. Ils ont toujours un temple bouddhiste où on leur rappelle qu'ils sont les descendants de Bouddha, même si on dit que Bouddha était noir, et qu'ils ont une histoire millénaire et que personne ne doit les dominer sur terre et qu'ils doivent créer de l'argent, de la richesse pour contrôler le monde. Vous arrivez à Paris, vous trouvez les musulmans qui ont des mosquées où ils s'accrochent, ils se battent. Vous trouvez donc les musulmans qui se battent. J'espère que je serai bien assis là. Vous allez donc trouver des musulmans qui se battent pour ne pas laisser quelqu'un d'autre écrire leur histoire. Et ils vont se retrouver dans leur mosquée pour réfléchir, pour prier, pour invoquer. Et ça choque le reste du monde. Ça choque les chrétiens, ça choque, mais les musulmans n'ont pas d'autre choix que d'honorer leurs ancêtres. En réalité, la spiritualité, c'est honorer vos ancêtres. Alors, le drame et la difficulté chez nous, c'est qu'on a fait croire à l'homme noir qu'il n'existe que s'il honore les ancêtres de quelqu'un d'autre. Donc dans l'église de quelqu'un d'autre ou par la religion de quelqu'un d'autre, même s'il ne faut pas confondre ces termes. Et c'est pour ça que l'Africain est toujours dominé. L'Africain est toujours un sous-traitant. Même quand il fait les affaires, c'est toujours quelqu'un qui lui a donné. Va me vendre ça. Va me représenter là-bas. Nous n'arrivons pas encore à être créateurs ou co-créateurs. Et ça me fait beaucoup réfléchir. C'est-à-dire, créateur, ça veut dire vous produisez de A à Z. Vous maîtrisez la chaîne de production. L'école, c'est quelqu'un qui nous a signé un papier pour qu'on revienne ici enseigner ce que le monsieur nous a dit de venir enseigner. Et ça fait que si le monsieur nous a dit de venir enseigner que nous sommes sales, laids et pauvres, nous-mêmes nous commençons à enseigner à nos enfants que nous sommes sales, laids et pauvres. Et on nous appelle professeurs. Or, on est en train de mal enseigner, de détruire. Nous sommes des sous-traitants. Et l'Afrique, en réalité, a toujours été un comptoir colonial. Les premiers Portugais qui arrivaient, même les pharisiens, les gens qui arrivaient sur la côte, ne nous regardaient qu'en termes d'objets, d'achat ou de vente ou de trafic. Nous-mêmes, on n'a jamais pris le soin de décider qu'on veut vivre ici. On va organiser nous-mêmes. On va s'entendre pour bloquer nos énergies. Aujourd'hui, donc, il y a une conscience africaine. Ils s'appellent les Kémites, ils s'appellent tout ce que vous voulez, panafricanistes. Mais là où le panafricaniste fait aussi des erreurs monumentales, c'est qu'il croit que c'est quand il ne lave pas les cheveux, ou quand il porte un boubou un peu déchiré ou sale, un costume un peu, qu'il est un vrai Africain. Non. L'Afrique dont vous parlez, l'Afrique des pharaons, l'Afrique négroïde, était l'Afrique des rois, des seigneurs. On s'habillait avec de l'or. On était paré d'or, on était paré d'argent, on était paré de bijoux. C'était une Afrique de la science. Alors quand je vois quelqu'un marcher aujourd'hui pieds nus, il dit qu'il est panafricaniste à Paris, je dis mais c'est un déséquilibré. Il y a beaucoup de déséquilibrés parce qu'on avait déjà des souliers. Il y avait des sandales. Ils confondent un désir d'authenticité à une philosophie.
scientifique. Quand on construit une pyramide avec des pierres de 10 tonnes et on les met à 300 mètres de hauteur, c'est de la haute science qu'on ne peut pas reproduire aujourd'hui, même dans nos villages. Je marche beaucoup au Cameroun et j'arrive parfois à l'ouest, au nord-ouest. Quand vous arrivez, vous voyez comment la taille, comment la forme des chefferies, c'est des pyramides. Alors, mais pourquoi on a fait monter des tonnes de pierres en Égypte et quand on arrive dans nos villages, maintenant chez nous, en fuyant, on reproduit petit? C'est comme si on était caïman hier et on est lézard le matin. Il y a un problème. Il y a un problème spirituel, génétique, profond. Quand vous voyez les colons sont entrés ici, au Cameroun, en Gorlitouba, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'aller mettre la croix, leur croix, sur la grotte. Et la croix est encore là aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas déterré ces choses-là, on n'aura jamais accès au développement. Parce que l'autre qui vient te prendre, ta mystique, vient t'écraser et te dominer. Ça, on n'a jamais compris ça. Et il y a encore 3 ou 4% des Africains qui n'ont pas tout cédé. J'espère en faire partie. Le combat aujourd'hui, les Noirs se battent à reprendre leur masque à Paris, tout ça là. Ça n'a aucune chance. L'être porteur, ça n'existe nulle part. Ce n'est rien. Je m'explique. Au-delà de l'acte politique et symbolique, c'est-à-dire le bourreau te remet ce qu'il veut. Il ne peut pas te donner ce qu'il a. Ce qu'il t'a pris des meilleurs, des essentiels, il ne te donnera jamais. Il faut la guerre pour arriver là. Nous, on ne prône pas ces valeurs. Même s'il faut savoir lutter. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que c'est parce que beaucoup parlent aujourd'hui, ils ne sont pas initiés. Quand la France remet les masques au Bénin, c'est une fumisterie. Ou au Congo ou au Gabon. Parce que c'est le fait de déplacer quelque chose qu'on appelle la mystique. C'est-à-dire, je vous explique, ces objets ont déjà perdu de leur spiritualité, de leur puissance, parce qu'on les a déjà déplacés. Et pendant, pas 10 jours, pendant 50, 100 ans, 200 ans, quelqu'un vous vole votre mystique, il enferme, il étudie, dès que c'est vide, il a fini, il dit prenez. Vous reprenez le bois vide. Mais beaucoup ne sont pas élevés. Je vous prends un exemple. Quand votre père rentre souvent à la maison, il dit ne touchez pas. Il dépose un portefeuille ou il dépose un sac, il dit ne touchez pas à ce sac. Ce n'est pas le fait de... Le simple fait de toucher ce sac va tuer la puissance qu'il y a dans ce sac. C'est pareil avec les écorces, c'est pareil avec notre... Tout ce qu'on vous dit de ne pas toucher, ça s'appelle Itila, l'interdit. La vie est une succession de rituels, parmi lesquels une succession d'interdits. Et nos ancêtres vivaient comme ça. Et c'est l'interdit qui fait la loi, c'est l'interdit qui fait la force. Quand vous rentrez le soir du travail, vous dites à votre fils, ne touchez pas. S'il déplace seulement ça, il a déjà tué le pouvoir qu'il avait dans ce... Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que les nations protègent leur culture, leur spiritualité. Et ces nations-là ne peuvent pas être sous-développées. C'est ces nations-là qui nous dominent. Et nous, on nous fait croire qu'on peut être tout à la fois et rien du tout à la fin. On peut être ceci et cela. Mais en réalité, nous sommes perdus dans ce monde où les autres gardent l'essentiel, le savoir. Comment transmettre le savoir de génération en génération. Nous, on transmet les problèmes de génération.